Dans le prochain épisode d'Al-Shaq au Satlana, notre Moyen-Orient, un tremblement de terre à la mer Morte déclenche un séisme encore plus important dans toute la région du Moyen-Orient. Rejoignez-nous. Khaled Aboutouame, mon ami et collègue de longue date. Mon Dieu, nous avons eu un séisme de magnitude 4,2 dans la mer Morte, mais je pense que nous avons eu un séisme de magnitude 7,0 dans toute la région. Regardez, que se passe-t-il entre le régime iranien qui tremble et vacille et qui est peut-être sur le point de tomber pour la première fois depuis 1979 ? Et dans tout le Moyen-Orient, à Gaza, il y a aussi eu un séisme potentiellement de magnitude 7,0, même si, vous savez, en ce moment, il semble que les choses soient stables pour l'instant. Calme pour le moment. Mais il semble, Khaled, qu'à Gaza, et c'est directement lié à ce qui se passe dans toute la région. En Iran, c'est le calme avant la tempête. Écoute, Dan, nous sommes plus de 3 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et regardons la réalité sur le terrain à Gaza. La réalité, c'est que plus de 85% des Palestiniens à Gaza vivent toujours sous la juridiction du Hamas dans l'ouest de Gaza. Maintenant, nous avons l'est de Gaza. Upper West Side, ou comme on dit à New York, Upper West Gaza. Et c'est le numéro 1, la population palestinienne sous le régime du Hamas. Numéro 2, le Hamas a profité du cessez-le-feu au cours des derniers mois pour réaffirmer son contrôle sur la région, se réarmer et se regrouper. Ce n'est pas une organisation ou un groupe qui a la moindre intention de déposer les armes ou de quitter le pouvoir. Bien qu'en public, ils affirment ce troisième point, nous sommes maintenant très proches de la mise en place de ce qu'on appelle le gouvernement technocratique palestinien, conformément au plan Trump. Maintenant, si vous regardez cela, les noms qui circulent, vous savez, les candidats potentiels, les membres de ce comité technocratique, qui est en fait un gouvernement, alors vous voyez que certains d'entre eux appartiennent soit à l'autorité palestinienne, soit sont affiliés à l'autorité palestinienne, soit ont des liens directs ou indirects avec l'autorité palestinienne, ou au Fatah, faction dirigeante. Alors, de quoi s'agit-il? Nous parlons essentiellement d'une tentative de ramener l'autorité palestinienne à Gaza par la porte de derrière. Pourquoi ne pas simplement dire ouvertement que nous faisons venir l'autorité palestinienne car nous n'avons trouvé personne d'autre pour Gaza, mais appeler cela un gouvernement apolitique et dire qu'ils n'ont aucune affiliation, excusez-moi, le Hamas a dû approuver les noms des candidats. Si le Hamas donne sa bénédiction, c'est qu'il sait à qui il a affaire. Et si l'autorité palestinienne a aussi donné sa bénédiction, cela signifie que ces personnes sont acceptables ou affiliées d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a un autre point important, Dan. Comment peut-on avoir un gouvernement à Gaza alors que le Hamas a le contrôle sécuritaire sur Gaza? Qui protégera le gouvernement, le Hamas? Ce qui veut dire que ce gouvernement ou comité technocratique dépendra du Hamas. Comment fonctionnera-t-il et fera-t-il respecter la loi et l'ordre? Je ne sais même pas si c'est son rôle, mais comment pourra-t-il s'en prendre aux groupes terroristes si les forces de sécurité sont le Hamas et le djihad islamique palestinien? Donc, il y a beaucoup de questions qui restent floues concernant la deuxième phase du plan Trump. Attendons de voir. Je veux dire, je m'attends à des séismes, d'ailleurs, ce sont des séismes politiques qui pourraient vraiment changer le paysage au Moyen-Orient, toute l'arène. Tu sais, Khaled, quand tu parles de séisme, il semble que du point de vue américain, les choses avancent rapidement. Du point de vue du Moyen-Orient, c'est justement le sujet de notre programme. Cette voie mène à une éruption, un bouleversement sismique, un déplacement tectonique et un séisme. Un véritable séisme se produit actuellement dans le domaine cognitif. Que veux-je dire lorsque l'administration Trump, reconnue par tout le Moyen-Orient comme le cheval fort, annonce aujourd'hui, il y a quelques jours à peine, que nous passons à la deuxième étape?
Et même si, à Mar-a-Lago, lors du sommet récent entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump, il était clair, les deux hommes l'ont dit. La première mesure, la première étape, c'est le désarmement du Hamas. Ce langage a maintenant disparu, et ce qui est rapporté directement maintenant, c'est ce qu'ils appellent généralement la démilitarisation de Gaza, un gouvernement technocratique, comme vous l'avez mentionné, et la reconstruction. Il me semble que tout cela est communiqué et transmis dans la même phrase, et c'est un problème parce que le Hamas est très intelligent. Ils lisent entre les lignes et comprennent, comme vous l'avez dit, qu'ils restent aux commandes. Ils ont changé d'uniforme, ils ont changé de langage, et il ne serait pas surprenant qu'ils se couchent ou qu'ils fassent semblant. Ce qu'ils appellent en hébreu Marit Ein, c'est-à-dire juste une sorte de spectacle à la Hollywood, si vous voulez, déposer des milliers de Kalachnikov, comme lors de la libération des otages. Ils ont organisé une grande cérémonie et dramatisé toute l'affaire. Pour satisfaire l'administration Trump, ils diront « Voyez, Monsieur le Président, nous avons déposé les armes, comme l'exigeait Witkoff dans le dernier rapport. Il est temps de reconstruire. C'est le bonus pour le Hamas qui recevra les budgets de reconstruction, car tout finira entre leurs mains, même si l'autorité palestinienne est présente, tant qu'ils contrôlent la sécurité. En gros, ils reviennent à Gaza et la coopération, on sait qu'il y a eu de la coopération, même s'ils sont à la fois ennemis et amis. Depuis le début de la période ASLA, le Hamas, Arafat, l'autorité palestinienne, le Fatah, ils ont tous coopéré, collaboré et ils se sont aussi affrontés, tout cela en même temps. C'est ça le Moyen-Orient. Que nos amis à Washington doivent comprendre qu'il n'y a pas de contradiction intrinsèque entre le Hamas et l'autorité palestinienne qui coopèrent, collaborent, s'affrontent et s'entretuent. L'histoire se répète, nous avons déjà vu ça, non? Le Fatah, autorité palestinienne, et le Hamas sont en guerre civile depuis 2007 quand le Hamas a pris Gaza. Voici donc le point essentiel. Le Hamas continue d'exister non seulement comme une organisation de sécurité, une infrastructure ou un groupe militaire, mais il a aussi une présence politique, une présence civile et une présence économique à Gaza. Et maintenant, que va-t-il se passer? Voici mon scénario. Vous aurez un gouvernement palestinien chargé de la reconstruction des maisons, d'essayer d'améliorer l'économie et les conditions de vie de la population. Et cela exonère le Hamas de sa responsabilité envers la population. Le Hamas a donc le temps de se regrouper, se réarmer et poursuivre ses opérations à Gaza. C'est exactement ce qui va se passer. Et si ce gouvernement ose défier le Hamas, nous verrons exactement quoi? Une répétition des événements de juin 2007. En juin 2007, le Hamas comptait moins de 10 000 personnes. Ils se sont réveillés le matin. Ils ont renversé l'autorité palestinienne et pris Gaza, donc le Hamas pourrait facilement renverser ce gouvernement, voire le Conseil de la paix. Je veux dire, vous savez, on parle beaucoup d'un Conseil de la paix, et ce Conseil de la paix n'en aura pas. Je veux dire, est-ce qu'il aura une présence physique à Gaza? Est-ce que ses membres seront, vous savez, physiquement présents? Ou est-ce que ce sera juste quelque chose à distance pour diriger Gaza? Il y a trop de questions. Mais à la fin de la journée, cela aurait donc dû se passer comme ceci. Cela aurait dû être mené de la manière suivante. Avant la mise en œuvre ou avant de passer à la deuxième phase, vous auriez dû lancer un ultimatum au Hamas. Remettez toutes vos armes, pas seulement quelques Kalachnikov, désarmez-vous, démantelez-vous, cessez d'exister à la fois comme groupe politique et militaire. Ensuite, vous avancez avec un gouvernement, avec le déploiement de forces internationales et toutes ces choses, mais tant que Hamas tient encore debout, vous n'avez vraiment rien accompli. C'est une tentative, comme je l'ai dit, de ramener l'autorité palestinienne et de perpétuer le conflit. Ce n'est pas une solution, je ne vois pas ça comme une solution. Je ne suis pas très optimiste. Je ne crois pas qu'il y ait de solution dans le contexte du djihad. Nous l'avons évoqué souvent dans l'émission. C'est la longue guerre islamiste menée par l'Occident, une guerre différente. Par solution, je n'entends pas paix ni coexistence. Le Hamas ne va pas changer, je parle d'une solution à la présence d'un groupe terroriste armé
dans une zone très proche d'Israël, dans une zone où il y a plus de 15 ou 8 millions de Palestiniens. C'est très problématique. Et comme vous l'avez dit, le Hamas est là. Il s'agit de djihad. Après avoir supprimé ou détruit les capacités militaires du Hamas et mis fin à sa présence politique, nous devons aussi retirer le Hamas des cœurs et des esprits des Palestiniens. Et comment fait-on cela? Cela ne peut se faire qu'à travers un processus approfondi et profond de déradicalisation, et cela nécessite des dirigeants courageux. Seuls des dirigeants courageux peuvent le faire. Existe-t-il des dirigeants palestiniens courageux, peut-être nous? Peuvent-ils s'exprimer? Non, si vous vivez à Gaza, sous le Hamas ou sous l'autorité palestinienne, vous y réfléchiriez à 10 fois avant de critiquer ces deux gouvernements ou de vous exprimer contre eux. Donc, c'est la voie, la véritable voie pour parvenir à la stabilité. Au moins, nous ne parlons pas non plus de paix et de sécurité, mais voyons ce qui se passe avec le gouvernement technocratique. Il y a beaucoup de discussions sur la possibilité d'un affrontement entre ce gouvernement et le Hamas. Le gouvernement. Le Hamas aura un gouvernement fantôme à Gaza. C'est ce qui va se passer selon le Hamas. Écoute, je démissionne, mais ils l'ont déjà dit dans le passé. D'ailleurs, je démissionne. Je ne veux pas d'institution. Donc d'accord, mais où vas-tu? C'est pareil pour le Hezbollah et le Liban, c'est le même modèle. Je suis sûr que le Hezbollah et le Hamas discutent ensemble de ce nouveau modèle. C'est exactement ce que veut Hamas, Dan. Un État avec un État dans l'État. Ils veulent copier le modèle du Hezbollah à Gaza et malheureusement, ou tristement, ils semblent réussir à aller dans cette direction. C'est pourquoi, quand tu dis déradicalisation, Khalid, j'en déduis que cela nécessite la défaite totale du Hamas. Tu l'as souvent dit dans l'émission, et moi aussi. Et les gens, la conscience publique, doivent être influencés par la défaite totale et absolue du Hamas. Seul Israël en a la capacité et la volonté. Et c'est là qu'Israël et l'Amérique pourraient, ainsi que nos autres alliés, éventuellement s'opposer. Parce que c'est en quelque sorte l'éléphant dans la pièce, le fait qu'Israël est la seule force qui peut et qui veut agir. Il l'a fait, il est prêt à le refaire. Aucun des pays arabes qui ont été consultés Le pays musulman. ou les pays musulmans. L'Indonésie a proposé une force de surveillance uniquement. La Turquie, elle, a proposé une présence armée. Mais c'était une présence armée qui aurait soutenu et renforcé le Hamas, pas affaibli et vaincu le Hamas. Nous sommes donc à ce moment d'une possible déradicalisation. Mais cela n'arrivera pas à moins qu'Israël ne soit en mesure, dans les prochains mois, de vaincre le Hamas. Maintenant, cela nous mène vers l'Est, vers l'Iran, parce qu'il semble très logique que l'accord nominal américain du président Trump pour sauver les quelques 90 millions de civils iraniens dont des milliers ont été assassinés au cours des 2 dernières années. Un peu plus de 2 semaines entraînerait, je pense, un changement sur Gaza, dans l'arène de Gaza, dans le théâtre de Gaza, pour ainsi dire. Parce que si la tête de la pieuvre était errant et que les tentacules de cette pieuvre ont été en grande partie amputés par Israël, la tête de la pieuvre a été gravement endommagée par l'Amérique et Israël. Si la pieuvre est vraiment, si sa tête est coupée, cela enverra un message très fort au Hamas et facilitera la tâche d'Israël. Et cela rendra cette nouvelle structure à Gaza un peu plus facile lorsque le Hamas verra la mobilisation d'une puissance massive menée potentiellement par les États-Unis. Le peuple iranien a clairement desserré la vis sur le régime et sa chambre de torture contre son propre peuple. Mais il semble qu'il y ait un lien direct, vraiment un lien direct entre la défaite du régime et les répliques. Si vous voulez, à travers le Moyen-Orient, ce qui aussi. Il n'y a que le Hamas, Dan, c'est également le Hezbollah. les Houthis, Les Houthis et d'autres groupes mandataires iraniens dans la région.
Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, si vous coupez la tête de cette pieuvre, cela aura un très bon impact sur la région. Cela conduira à l'émergence d'une nouvelle direction, des personnes plus pragmatiques parmi les Palestiniens, surtout. Dan, tu as parlé de la défaite du Hamas. Je vais encore plus loin, voire 2 pas plus loin. Je dis qu'il ne s'agit pas seulement de la défaite, mais aussi de l'humiliation et de la destruction du Hamas. Ils doivent cesser d'exister en tant que puissance politico-militaire. Ils doivent disparaître de la scène politique palestinienne. Ils n'ont aucun droit d'exister. C'est la seule façon de garantir l'émergence de dirigeants palestiniens plus pragmatiques et modérés, ces dirigeants courageux dont j'ai parlé, qui s'engageront dans un processus de déradicalisation. Mais tant que le Hamas tient encore debout, je ne cesse de le répéter dans chaque émission. Je suis désolé si les téléspectateurs pensent Que nous nous répétons, mais nous devons continuer à répéter. nous devons le faire. Je dois répéter car c'est la réalité. Cela prouve que nous avons raison puisqu'il ne se passe rien. Et nous continuons à dire, les amis, c'est la voie, c'est la manière d'ouvrir la voie à l'émergence d'un nouveau leadership, d'un leadership pragmatique parmi les Palestiniens. Aucun processus de déradicalisation n'est possible tant que les Palestiniens sont dirigés par des terroristes, extrémistes ou corrompus. Les Palestiniens ont besoin d'un nouveau leadership, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Un leadership qui commencera à préparer les Palestiniens à la paix et à la coexistence, et non un leadership qui radicalisera les Palestiniens et les poussera vers plus de catastrophes, de morts et de destruction. Ici, le facteur est très compliqué. Et il est clair que Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, est mentionné. J'ai entendu de sources en Arabie Saoudite que le prince héritier hésite beaucoup sur une possible frappe américaine contre l'Iran. Et c'est un moment compliqué. Khalid. Parce que, d'une part, nous savons que les Saoudiens et le régime iranien sont des ennemis jurés depuis l'établissement de la République islamique d'Iran en 1979 et que Mohammed Salman, son ministre des Affaires étrangères, et le gouvernement, les ministres, ont été très publiquement critiques envers le régime chiite messianique en Iran, le qualifiant de porteur de poison et de terreur à travers le Moyen-Orient. Mais en même temps, le prince héritier a une vision très forte appelée 2030, qui a nécessité des années de planification, et il se trouve à un moment d'exécution pleine d'espoir pour les 5 ou 6 prochaines années, et il préfère que le régime négocie une sorte d'accord de grande envergure avec l'Amérique plutôt que de voir l'Amérique décapiter complètement la tête de la pieuvre iranienne. Maintenant, cela demande vraiment de la réflexion d'un point de vue moyen-oriental. Parlons-en car tout cela paraît contre-intuitif vu notre discussion de ces 20 dernières minutes. Écoutez, Dan, il est possible que le prince héritier Mohammed Ben Salman et les pays voisins du Golfe craignent que si les États-Unis attaquent l'Iran, alors l'Iran les attaquera en plus d'Israël. D'ailleurs, mais ils s'inquiètent donc de l'insécurité, de l'instabilité dans la région et d'être attaqués par l'Iran. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ces dirigeants arabes craignent peut-être aussi les masses arabes et musulmanes, redoutant un retour de bâton. Si l'Amérique attaque l'Iran, qui est déjà impopulaire chez de nombreux Arabes et musulmans, mais leurs sympathies iront à l'Iran et cela donnera une mauvaise image des dirigeants arabes. Cela donnera l'impression qu'ils sont de mèche avec l'Amérique. les colonialistes, les sionistes. Encore une fois, Ici, nos dirigeants sont des traîtres, ils conspirent et tout ça. Dan, il est possible que tu connaisses ces déclarations d'Arabie Saoudite, mais pas moi. Elles n'ont pas été vérifiées, ce sont juste des rapports médiatiques. n'est-ce pas? En supposant qu'elles soient vraies, il est possible que les dirigeants arabes fassent ce qu'ils ont toujours fait. Vous savez, ils font semblant, ils viennent et disent « Vous savez, je suis contre une attaque contre un pays musulman, je suis contre une attaque de l'Amérique. » C'est de l'agression. Et vous savez, il faut s'assurer de ne pas donner l'impression d'être du côté de l'agresseur. Comme si vous participiez à ce complot américano-sioniste contre un pays islamique.
Donc, ils marchent sur la corde raide et ils font très attention, mais en même temps, ils disent peut-être aux Américains et aux Israéliens à huis clos, vous savez, pourquoi ne terminez-vous pas le travail? Pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de ce régime? Nous connaissons très bien ce comportement, Dan. C'est dans le monde arabe que les dirigeants arabes vous diront une chose en public et une autre chose à huis clos. Yasser Arafat en était un très bon exemple. D'autres dirigeants palestiniens avec qui je parle depuis de nombreuses années font pareil. Je veux dire, ils ont un double discours, un pour l'Occident, un pour leur propre peuple, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ne comprennent pas que la politique fonctionne ainsi au Moyen-Orient ou dans le monde arabe. En vérité, selon cette logique, on pourrait dire que le prince héritier serait plus qu'heureux si l'Amérique et peut-être Israël en arrière-plan démantelaient le régime, tant que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable principe ici, à part la victoire, n'est-ce pas? Oui, ils veulent s'assurer que cela mènera à un changement de régime et à la stabilité. Au final, le prince héritier veut la stabilité pour 2030. Mais voyons, je veux dire, tout tourne autour du changement de régime en Iran si les États-Unis et l'Occident soutiennent vraiment le peuple iranien en ce moment. Et ne répétez pas l'erreur qu'Obama a commise à l'époque lorsqu'il a tourné le dos aux manifestants anti-régime. Nous le ferons, vous savez. Cela pourrait entraîner une urgence ou un nouveau Moyen-Orient. Comme il l'a dit un jour, vous savez, le régime iranien a toujours été très mauvais. N'eût été l'Iran, le Hezbollah n'aurait pas pu établir un État dans l'État à l'intérieur du Liban. N'eût été l'Iran, le Hamas et les Palestiniens, le djihad islamique n'aurait pas pu rester au pouvoir pendant 17 ans à Gaza et lancer toutes ces roquettes et tous ces missiles sur Israël et finalement perpétrer le massacre du 7 octobre. Sans le soutien de l'Iran, vous n'auriez pas eu tous ces Houthis et autres milices en Irak. Un changement de régime en Iran est crucial et aura un impact positif. La paix ne va pas surgir du jour au lendemain, mais cela enverra un message aux Arabes et aux musulmans modérés que l'extrémisme et le radicalisme ne sont pas une solution. Éloignez-vous de ces mauvais régimes. Vous savez, ces régimes, comme on l'a dit, sont vraiment les porteurs de l'occupation. Tout le Moyen-Orient a été occupé en grande partie par des régimes islamiques radicaux. Le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis dans le nord du Yémen, le Hayat Tahrir al-Sham aussi, le Hayat Tahrir al-Sham en Syrie, le régime de Bachar el-Assad en Syrie, ce sont tous des régimes extrémistes et radicaux à base islamique. La même chose s'est produite avec Morsi en Égypte. Et nous, vous savez, et regardez ce qui s'est passé en Algérie. Vous voyez? Alors, quand on accuse Israël, le membre le plus autochtone de la famille du Moyen-Orient, d'être un occupant, nous comprenons la profondeur de l'endoctrinement et de la propagande. Si vous examinez chaque pays, les membres autochtones du Moyen-Orient, les Zaïdites en Irak, sans même parler de l'Irak, il s'agit de l'occupation et du régime iranien contrôlant l'Irak via le Parlement et les forces spéciales. Là-bas, il y a les Zaïdites. En Égypte, les Coptes chrétiens et aussi les Druzes. Les Kurdes sont attaqués en Syrie, les chrétiens maronites au Liban et les chiites modérés aussi. C'est l'occupation islamique radicale du Moyen-Orient qui dure depuis des décennies. Et je pense que nous devons redéfinir le lexique, le vocabulaire, parce que c'est la véritable occupation régionale de masse du Moyen-Orient. Au service de ce genre d'approche dictatoriale et du conditionnement du langage qui consiste à blâmer la plus petite et la seule démocratie libre du Moyen-Orient, qui a 3600 ans, c'est assez remarquable. C'est la tendance au Moyen-Orient depuis la révolution islamique en Iran à la fin des années 70. Et nous avons vu ce qui a suivi après cela. Nous avons vu l'émergence de nouveaux groupes parmi les Palestiniens. Nous avons vu le Hezbollah, donc cela remonte à l'Iran. Et tu as raison, l'islam radical est un gros problème. L'islam a été confisqué par une minorité de voyous et de terroristes.
qui commettent toutes ces atrocités au nom de la majorité des musulmans et même des Arabes. Et c'est pourquoi ce que nous voulons voir, c'est une coalition qui rassemble l'Amérique, les États arabes modérés, les musulmans modérés, pour lutter contre ces islamistes radicaux. C'est la seule façon. Ils doivent être vaincus. Ils ne doivent pas continuer à exister. Je pense que c'est une grosse erreur que font les Américains, les Européens ou tout autre négociateur avec le Hamas sur l'avenir de Gaza. Je veux dire, pourquoi négociez-vous avec le Hamas au sujet des arrangements d'après-guerre? Vous légitimez le Hamas, vous transformez le Hamas en un acteur. Je lisais hier soir, vous savez, une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya est arrivée au Caire et il rencontre des responsables égyptiens et des Palestiniens. Que se passe-t-il? Nous sommes de retour à Oslo. Absolument. Je veux dire, envisageriez-vous de négocier avec Daesh et Al-Qaïda à propos de l'avenir du Moyen-Orient? Je pense que c'est une grosse erreur, et cela légitime le Hamas et les présente comme un partenaire acceptable et légitime dans l'arène palestinienne, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun droit d'exister. Le slogan du Hamas est qu'Israël n'a pas le droit d'exister, et le contre-slogan devrait être que le Hamas non plus. C'est exact, et c'est tout l'enjeu de notre travail au Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères, où vous jouez un rôle central dans notre alerte au djihad. Parce que ce dont nous parlons, ce qui sous-tend toute cette conversation et les principaux problèmes structurels au Moyen-Orient, c'est le djihad. Et que des gens légitimes normalisent et donnent une tribune au Hamas en tant qu'acteur politique permanent. Négocier avec eux, c'est encore une fois défier toute l'idée ou négliger toute l'idée du djihad, parce que tu as raison. Quelqu'un en Europe envisagerait-il de négocier avec les poseurs de bombes d'Al-Qaïda du 7 juillet ou ceux de Madrid 2004, le massacre d'Al-Qaïda? Al-Qaïda, qui songerait à négocier avec Oussama Ben Laden pendant le massacre d'Al-Qaïda du 11 septembre aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un envisagerait de négocier avec Daesh? Et tout le monde répondrait non, non et non, mais ensuite ils disent point virgule, mais virgule. La question de Gaza est différente, c'est un problème politique, comme l'a dit l'ancien ambassadeur français. Eh bien, dans ce cas, je vous renvoie à la charte du Hamas de 1988, et si vous la regardez au début, elle cite Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, l'Égyptien qui a fondé les Frères musulmans dans les années 20. Il est écrit 1628. Oui, Israël continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse. C'est exact. Point final. C'est très important que vous ayez mentionné Hassan al-Banna. Et puis, d'une certaine manière, son successeur, Saïd Qutb, qui a en fait été tué par les autorités égyptiennes pour avoir menacé l'Égypte, en fait. Mais cela nous amène à l'un des rédacteurs, sinon le principal rédacteur de la charte du Hamas de 1988. Et il s'agissait d'Abdallah Azzam, qui était un religieux originaire de Jénine et un Palestinien qui a été le mentor d'Oussama Ben Laden. Voici l'aboutissement de l'histoire du djihad. Et c'est très simple. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être un expert du Moyen-Orient, vous n'avez pas besoin d'être un arabisant, comme on dit, vous n'avez pas besoin d'être un orientaliste. Vous devez juste connaître et lire l'arabe. Vous verrez que ces personnes sont honnêtes, claires et cohérentes dans leur message et idéologie, sans le cacher. Ils ne le cachent pas, mais suggèrent simplement de mettre la ceinture de sécurité. Parce que le tremblement de terre, comme nous l'avons dit il y a peu de temps, commence tout juste à ébranler le Moyen-Orient jusque dans ses fondations. Oui, absolument. Bien. Khaled Aboutouameh, c'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons ainsi. Il reste beaucoup à dire sur ce séisme au Moyen-Orient. Merci à vous et à nos téléspectateurs de nous avoir rejoints pour un nouvel épisode de Al-Shaq Al-Awsat Lana, notre Moyen-Orient. Restez avec nous alors que nous continuons à parcourir cette route pleine de bosses, de montées et de vallées avec nos ceintures attachées. Merci beaucoup, Khaled. Merci Dan, merci.